Bonjour, bonsoir, téléspectateurs de Mandé TV, bienvenue sur votre plateau Réflexion politique, le plateau sur lequel on pose la réflexion dans le but d'éclairer, sensibiliser, répondre le plus que possible aux questions que vous pouvez vous poser chez vous. Voilà, les technologies de l'information et de la communication, on le sait aujourd'hui, sont porteuses des possibilités de développement pour la réalisation des 17 objectifs du développement durable, dont la santé et le bien-être des populations. L'Afrique reste malheureusement encore la région du monde où les enjeux de santé sont les plus importants et critiques. Un constat a pu être fait avec cette pandémie du Covid-19, de la Covid-19, pardon, où on a pu remarquer la pratique de plus en plus accrue de la télémédecine. Téléspectateurs de Mandé TV, on saura avec nos invités qu'est-ce que c'est que la télémédecine et savoir quelle est sa pratique, jusqu'où elle est nécessaire en Afrique. Vous l'aurez compris, on parlera vraiment de télémédecine et tout ce qu'il y a autour de cela. On a pour thème aujourd'hui télémédecine en Afrique. J'ai des invités sur ce plateau, téléspectateurs, pour pouvoir en parler. Il s'agit de Dr Sayave Noumou. Il est chirurgien, membre fondateur de l'Académie francophone de télémédecine et e-santé. Il est aussi expert en télémédecine et e-santé pour l'Union internationale des télécommunications et pour l'Union africaine. Monsieur Sayave, bonjour. Bonjour madame, merci de m'avoir invité et merci à vos téléspectateurs. Soyez les bienvenus sur ce plateau. Merci encore. Deuxième invité sur ce plateau, il s'agit de Monsieur Seyni Fofana. Il est économiste, administrateur de société. Monsieur Fofana, bonjour. Bonjour Madame Maïka. Bienvenue. Merci de m'avoir invité et bonjour à vos téléspectateurs. En tout cas, téléspectateurs de Mandé TV, voilà, la télémédecine, on a pu remarquer pendant surtout cette période de Covid, les gens étaient à la limite pas disponibles physiquement dans les rues et tout ça, et on a vu un boom, voilà, de tout ce qui est technologie, tout ce qui est réseaux sociaux et notamment la télémédecine. Mais nos téléspectateurs, pour qu'ils soient plus éclairés sur cette question de télémédecine, c'est quoi? De quoi il s'agit, monsieur? Alors, merci beaucoup de me poser la question. Alors, on va expliquer à vos téléspectateurs, il ne faut pas qu'ils se laissent embarquer dans des définitions très compliquées. La télémédecine, c'est quand on pratique la médecine à distance. C'est-à-dire, je suis médecin, je me pose un acte médical, mais je ne suis pas en face du patient. C'est de la télémédecine. Ils vont vous le compliquer. Il y en a qui vont dire qu'il faut qu'il y ait de la technologie dedans, on s'en fout. Et d'autres vont vous dire, ah non, pour qu'il y ait télémédecine, il faut qu'il y ait télééducation, qu'il y ait on s'en fout. En Afrique, pendant longtemps, on a utilisé la dendrologie, les tam-tams ou les flûtes pour alerter d'un événement donné. C'était de la télémédecine. Et nous en sommes à l'origine. C'est pas quelque chose de nouveau. Donc, ça veut dire que la télémédecine, c'est pas forcément lié à la technologie. Alors, certaines personnes essayent de le lier forcément à la technologie parce qu'ils veulent créer une discipline à part ou exclure un certain nombre de pratiques qui ne sont pas liées à la technologie. Mais c'est pas vrai. Parce que quand on parle de l'origine de la télémédecine, ils vont vous remonter jusqu'au docteur Kaplan qui était dans les campagnes françaises et qui utilisait des pigeons voyageurs. On considère le pigeon voyageur comme étant de la technologie, ou les Indiens qui utilisent la fumée pour prévenir d'allergies, les Indiens d'Amérique, ils utilisaient les mouvements de fumée pour prévenir de la survenue d'une allergie ou de phénomènes particuliers. C'était de la télémédecine. Donc quand on remonte aux origines de la télémédecine, c'est de ça qu'on parle. Mais on ne parle pas de nous, nos tam-tams et de nos flûtes. Donc, et à ce moment, il n'y avait pas de technologie. Donc vous voulez dire que ça a toujours existé. C'est la forme qui peut-être a un petit peu changé. Absolument. D'accord, on verra tout ça. Et comment elle se pratique? Quels sont les actes pratiques aujourd'hui de la télémédecine? Alors, la télémédecine, c'est pas la médecine à la télé. Jeu de mots pour nos téléspectateurs. C'est, comme tu l'as dit au départ, c'est tout acte médical qu'on pratique sans être en face du malade. Beaucoup de gens, quand on parle de télémédecine, ils parlent de « oui, il est à New York, il opère quelqu'un à Bamako ». Oui, on peut le faire. Ça fait partie de la télémédecine. Mais si je fais juste une consultation, c'est aussi de la télémédecine.
Donc la télémédecine, c'est entre moi et le patient. Ça peut être moi et un autre collègue. C'est-à-dire, j'ai un collègue qui a un problème par rapport à une pathologie particulière ou un cas particulier. Il peut me solliciter et ensemble, à distance, on va discuter du cas pour prendre une décision médicale. C'est de la télémédecine. Je peux assister quelqu'un qui veut faire un geste, il veut prendre par exemple une voie veineuse centrale, il ne sait pas comment le faire. Je peux, avec la télémédecine, l'assister, lui indiquer non, ne passe pas par là, non, oriente-toi comme ça, courbe un peu. Je fais un acte de téléassistance à distance donc c'est aussi de la télémédecine. Sinon, la consultation la plus connue, banale, c'est la téléconsultation, où on consulte les gens. Ça s'est passé beaucoup pendant le Covid. Il y a eu plus de 60 000 cas en France, consultations comme ça en France pendant le Covid. Et après, ils se sont rendus compte qu'il y avait autre chose à faire que d'aller complètement dans ce sens. Ça arrange le médecin. Il peut être au bord de sa piscine. Et puis, il fait ses consultations, il y a de l'argent qui rentre. Et ça arrange le patient parce que autrement, il ne pourrait pas avoir accès au cardiologue qui est à Bamako, alors que lui, il est derrière Caille là-bas. Est-ce que ça se pratique sur tous les domaines de la médecine, en gros? Ça se pratique sur tous les domaines? Alors, on peut le pratiquer dans pratiquement toutes les disciplines de la médecine, dermato, cardiologie et tout ça. Ça peut se pratiquer, mais il faut tenir compte d'une chose. Nous, on travaille beaucoup dans la télémédecine, on en fait depuis longtemps, mais on dit toujours, quand vous avez la possibilité d'être en face du médecin, ne faites pas recours à la télémédecine. Ce n'est pas la panacée non plus. D'accord. En tout cas, pour nos téléspectateurs, ils ont bien compris. La télémédecine comporte des actes. On a bien compris tout cela. Monsieur Fofana, je me retourne vers vous. On sait que physiquement, un patient, quand il va à l'hôpital, il va acheter son ticket, il va payer sa consultation. Ensuite, il a un médecin. Ensuite, cet argent-là, c'est tout un processus de gestion comptable et autres. En télémédecine, comment l'économie rentre en compte pour la mise en pratique pour cette fois? L'économie rentre en compte par la facilitation qu'elle a apportée aux moyens de paiement. Jusqu'à maintenant, jusqu'à une dizaine d'années, on avait toujours recours à la monnaie pour payer les actes que faisaient nos spécialistes, les médecins, les pharmaciens, les dermatologues. Aujourd'hui, avec le développement de la télémédecine et le développement des technologies de télécommunication, on est en train de monétiser un certain nombre de choses. On a les moyens de paiement électronique aujourd'hui. Quelqu'un qui se trouverait à Caille, qui consulte par la télémédecine ici, il doit payer son acte. Cet acte, il doit être payé au niveau de la caisse. Aujourd'hui, simplement avec les transferts d'argent à travers les sociétés de télécommunications, la télémédecine a amené ces sociétés-là à développer des actes à forte valeur ajoutée, on l'appelle comme ça, qui leur permettent de payer sans se déplacer l'acte qui est en train d'être réalisé par un médecin qui se trouve à distance. Ceci a deux avantages. Le médecin, il ne reçoit plus dans ses mains, ou sa comptable ne reçoit plus dans ses mains de l'argent. Mais l'argent est transféré directement dans son compte. Dans son compte chez l'opérateur téléphonique, et il n'a plus à se soucier parce qu'il sait la sécurité là. L'acte est payé, il peut simplement au vu consulter le solde de son compte sur un transfert fait par. Donc on peut dire aujourd'hui qu'économiquement, le développement de la télémédecine a changé considérablement l'utilisation de la monnaie par les patients. Est-ce que je veux me retourner vers Dr Nyomo? Est-ce que vous ne trouvez pas que ça va vraiment être un peu lourd pour le médecin pour gérer tout ça, pour gérer les paiements? Parce que c'est le même médecin. Est-ce que c'est le même médecin déjà à la base qui gère les paiements, qui gère la consultation? Voilà, pour le cas d'une consultation, parce que j'ai pu comprendre que la télémédecine, c'est au-delà de ça aussi. C'est pas que la consultation. Oui. Comment ça peut gérer? Alors, c'est plutôt l'inverse d'ailleurs. Ah. Parce que l'objectif en matière de télémédecine, c'est de libérer le médecin, l'infirmière, les sages-femmes et tout ce personnel-là des actes pour lesquels ils ne sont pas formés. Un médecin n'est pas forcément un bon caissier ou une infirmière n'est pas forcément une bonne gestionnaire. On les libère. Ils n'ont qu'à se contenter de faire ce pour quoi ils sont payés
ce pourquoi on les a embauchés. Donc, ils font leur travail. Le reste, c'est comme si on mettait un robot qui gère ça et qui ramène l'argent à la caisse, qui amène l'argent, distribue automatiquement sans que, en tant que médecin, je sois là pour m'occuper de ça. Moi, je dois m'occuper de mon patient. Le reste, c'est fait automatiquement. Donc, quelque sorte, en fait, on débarrasse le médecin des tâches pour lesquelles il n'a jamais été formé et qu'il était obligé de faire à chaque fois. Quand vous prenez dans nos centres médicaux, nos dispensaires ici, la sage-femme, l'infirmière, elle a fait une sage-femme, elle a fait des dizaines d'accouchements. Et le soir, il faut qu'elle s'asseye, qu'elle prenne une feuille, qu'elle remplisse ce qu'elle a fait. Elle a fait combien de cas? À un moment donné, vous pouvez être sûr, elle va mettre 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parce que elle est fatiguée. Et en plus, si elle insiste et qu'elle le fait complètement, le lendemain matin, maintenant qu'elle va mener les actes qu'elle est supposée mener, elle sera fatiguée, elle va commencer à mal parler aux gens, elle va commencer à faire des erreurs. Donc, c'est vraiment mettre à la disposition des outils pour le professionnel afin que eux, ils puissent se consacrer sur ce qu'ils savent faire le mieux. Oui, mais est-ce que cet outil aussi n'a pas un peu de faille? Il suffit qu'il y ait une panne technologique ou autre. Est-ce que cette éventualité, cette possibilité n'est pas aussi vue? Il y a une protection ou des garde-fous pour ça? Alors, il y a des garde-fous et il y a des risques. Mais il faut tenir compte, par exemple, de la situation actuelle. Est-ce que ce qu'on fait aujourd'hui est mieux protégé que si j'utilise la télémédecine? Et la réponse est carrément non. Avec la télémédecine, le risque zéro n'existe pas, mais on réduit énormément le risque. Et c'est vrai, ce que vous dites, c'est que la télémédecine, elle va introduire d'autres notions qui peuvent être responsables d'erreurs médicales, parce que la formation n'a pas été bien faite. Aujourd'hui, les erreurs médicales représentent une importante part des morts dans les hôpitaux. Les études, quand on les a faites, c'est pas simplement parce que c'est chez nous. En France, il y a plus de 50 000 morts. Aux États-Unis, 250 000 morts à cause des erreurs médicales. Ces erreurs, l'information était disponible la plupart du temps, sauf que le médecin n'avait pas accès à cette information. Il ne l'avait pas au moment où il décide. Donc, ça crée énormément d'erreurs médicales. En injectant dedans, c'est un système social qui est la santé, dans lequel on va injecter un autre système social qui a les technologies, qui a ses règles et ses normes, on peut créer d'autres causes d'erreurs médicales. Et on s'est rendu compte que ça arrive aussi, effectivement, et quand on les a analysés, parce que justement, c'est de la technologie, on peut les analyser instantanément, on se rend compte quoi? Que les gens ne respectent pas ce qu'on dit. Le système vous a dit, attention, ça c'est pas bon pour lui. Il a fermé, il n'a même pas lu ce qui était affiché. Ensuite, la facilité du copier-coller. On a mis un protocole pour les hypertensions, il copie, il colle, alors que justement, ça n'allait pas avec cette personne. Donc, il y a d'autres erreurs qui vont s'introduire et qui font qu'il faut vraiment une bonne formation des gens, un bon niveau, et mettre en place des sentinelles, des alertes. C'est des choses qu'on peut mettre en matière de technologie, mais qu'on ne peut pas mettre sur un homme. Il ne va pas respecter. Donc voilà pourquoi c'est des avantages. Et c'est d'ailleurs pourquoi on parle souvent de e-santé au lieu de télémédecine. Parce que la télémédecine, on l'a dépassé maintenant. C'est un peu généraliste. Je Voilà. reviens vers vous, Monsieur Fofana, par rapport à cette mise en place sur le plan mise en pratique des actes avec l'aspect économique. Ça, vous avez dit tout de suite, le patient n'est pas obligé d'avoir de la monnaie sur elle, elle peut payer tout le temps. Mais est-ce que vous ne pensez pas que il faudrait peut-être aussi que nos citoyens soient un peu formés sur les bases en économie? Parce que c'est quand même une gestion aussi. On a des sous dans notre téléphone, peut-être que on ne sait pas comment il faut gérer ça, le médecin et tout, ou bien vous pensez que ce sera un b.a.-ba parce que presque tout le monde utilise les téléphones? Non, tout à fait. En fait, c'est des rappels. On sait que dans nos actes quotidiens, tout le monde pose certain nombre de bases économiques dans tout ce qu'il fait. Vous faites toute la journée des rapprochements bancaires quand vous consultez votre compte. Vous faites une opération bancaire, vous le notez quelque part dans votre carnet. Et à la fin de journée, vous faites la situation de votre compte partant du sol. Vous faites du rapprochement.
rapprochement bancaire. Mais quand on vous dit, mais allez-y faire le rapprochement, on dit, mais rapprochement bancaire, c'est quoi? Vous gérez, vous, votre banque tous les jours. Vous gérez tous les jours votre caisse. Vous avez votre porte-monnaie. Ce qui est là-dedans en début de journée, en fin de journée, vous allez vérifier qu'est-ce que vous avez fait avec la différence. Donc, effectivement, on a forcément besoin d'avoir un autre égard. Mais tout en se disant que c'est pas nouveau, quand on leur demande de faire un petit rappel, ils le font. Mais simplement, c'est la méthode qui change. Et c'est les outils de télécommunication nous aident à changer ces aspects des choses. D'accord, ok, en tout cas, c'est toute une gestion. Monsieur docteur Nyomo, vous avez parlé de télémédecine, vous avez parlé de e-santé. C'est quoi le ou la e-santé? La e-santé, c'est ou télésanté, on en parle parfois. Ah, télésanté, ça complique encore la situation. Ça complique encore, il y a tellement de termes, c'est pour vous mystifier, c'est pour compliquer tout ce qui est très simple. D'accord. Voilà, donc la e-santé, santé électronique, point. Alors, c'est pas autre chose, c'est la santé aussi, comme de l'autre côté, c'est de la médecine. Et vous savez, la médecine, c'est entre vous et moi. Je vous consulte, je vous soigne. C'est de la médecine. Mais quand ça devient au niveau de la population, c'est une question de santé. La santé des populations. Ce n'est plus entre deux individus, ce n'est plus entre un médecin et son collègue, mais c'est pour la santé totale de toute la population. Ça veut dire quoi? Que l'acte que je pose actuellement doit bénéficier à toute la population. Et pour que cet acte bénéficie à toute la population, il faut qu'il soit codifié et qu'il soit stocké quelque part. Pour que demain, un autre ACAI a le même problème. Électroniquement, on lui dit, attention, quand il s'agit de un tel, de ceci, cela, ça se passe comme ça. Ou bien, quand quelqu'un est ACAI, il a une fièvre, il a le nez qui coule. Et dans son nez qui coule, on voit qu'il y a du sang. Donc, il a une épistaxique et puis de la fièvre, c'est fièvre hémorragique. Ben, il faut que le ministère de la Santé soit au courant. Il y a quelqu'un dans tel village qui a une fièvre hémorragique instantanément. Il ne faudra pas attendre la semaine prochaine que quelqu'un vienne noter parce qu'il l'a consulté, qu'il l'a fait. Donc ça, c'est ça la télésanté. On dispose de données et on dispose de sentinelles qui sont aptes à donner l'alerte sans attendre. Vous travaillez en fonction de ce que vous êtes en train de faire avec de l'électronique, avec des technologies de l'information, en fonction de ce que vous êtes en train de faire, les alertes sont en train de partir pour dire attention, il y a ça, attention, il y a ça. Dans cette population, il y a déjà eu tant de diarrhée chez l'enfant, c'est peut-être pas normal, alors que celui qui consulte ne sait même pas combien de diarrhée il y a eu. Donc ça, c'est la e-santé, la santé électronique, pour éviter que les rapports prennent du temps. L'information doit être disponible en temps réel, là où il le faut. Non pas se promener. Donc ça devient de la e-santé. Et ça a du caractère, ça a vraiment de la valeur ajoutée par rapport à la télémédecine, une téléchirurgie. On opère quelqu'un ici, là aux États-Unis, ça coûte trop cher pour le service rendu. Alors qu'en télésanté, ça rend du service à tout le monde. Quelle est réellement la différence pour nos téléspectateurs pour qu'ils arrivent vraiment à saisir cette différence-là? Parce que ça, c'est vrai qu'en l'expliquant comme ça, on voit, mais la différence réelle. Alors, la différence réelle, ce serait par exemple, vous allez dans une pharmacie, vous prenez du paracétamol. OK? Dans le paracétamol, dès que vous le prenez, le système informatique du pharmacien lui dit non, vous ne pouvez pas donner du paracétamol à cette dame. Parce que elle est jeune, elle a ceci, et elle a déjà eu du paracétamol qui lui a créé des problèmes. Donc, on ne peut pas lui donner. Mais pour le faire, il faut que la pharmacie dispose d'un système de gestion qui est conforme, qui connaît le médicament, qui connaît la carte d'identité de chaque médicament, qui l'a fabriqué, il est sorti de quelle usine, il est parti où, et depuis sa sortie, comment il est arrivé ici. Donc là, il pourra être informé. Vous allez pour faire un examen de laboratoire, quand vous le faites, le système sort pour le biologiste, attendez, elle a déjà fait ça, pourquoi vous voulez le piquer pour lui faire ça encore? Ce n'est pas utile. Ou bien, on lui dit, il va faire sa consultation, le médecin, qui veut presque dire, le système lui dit, attention, elle est hypertendue, puisqu'il y a 3 mois, elle a pris des médicaments contre l'hypertension, contre le diabète. Donc là, on dispose électroniquement de systèmes qui analysent la population, qui protègent la population dans la consommation médicamenteuse, dans la consommation de maladies, et c'est ça qui finit par faire de l'économie d'échelle au niveau national et qui protège le patient. Donc, ce n'est pas l'acte qu'on fait et puis après, ça disparaît. Ça, c'est de la télémédecine.
Vous êtes consulté, vous êtes soigné, puis les données nulle part. Mais en télésanté, toutes ces données sont agrégées ensemble avec une sorte d'intelligence dedans. Centralisé, on va dire. Centralisée, agrégée, et chacun a l'information en fonction de ce qu'il fait. Le pharmacien ne saura pas que celle-là elle est enceinte ou autre, sauf si elle vient pour prendre un médicament pour ça. Mais s'il est hypertendu et qu'il veut lui donner un médicament, il dira non, 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 il ne faut pas lui donner. Ça, c'est la télésanté. On a une santé générale qui est protégée par des robots à l'intérieur de tous les systèmes qui participent à la santé de la population. Depuis la pharmacie, le laboratoire, les cliniques, les hôpitaux. Et ça, c'est ce qui nous a amené, nous, à lancer avec M. Fofana, qui est là, économiste, qui nous a beaucoup soutenu pour faire ça, une gamme de produits qu'on a appelé Secure, pour protéger le malade qui va en pharmacie, protéger le malade qui va au labo, protéger le malade qui va consulter. Ça, c'est de la... Ce n'est même plus entre nous et le malade. C'est pour toute la population. Et nous, on n'est pas là. Et ce n'est pas à distance. C'est disponible pour chaque personnel de la santé pour mener son action à bien. D'accord. Parlons de l'Afrique. Notre thème concerne l'Afrique, télémédecine en Afrique. On sait qu'en Afrique, c'est clair et net que des pays, certains sont plus développés que d'autres. Certains sont plus avancés que d'autres en technologie, en santé et bien d'autres domaines. Tout à fait. Mais quelle est votre analyse de manière globale sur la télémédecine en Afrique? Évidemment, sur ce côté télémédecine, et je vais me tourner vers M. Fofana sur l'économie peut-être de tout ça. Alors, il ne faut pas qu'on croie qu'en Afrique, on est trop en retard et qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas faire. C'est le moment pour nous de prendre l'avance. On parle de télémédecine. Et regardez dans les télécommunications. On est en avance sur beaucoup de pays qu'on pensait trop développés. Parce que nous, on n'avait rien. On est parti de rien. On n'avait pas les pylônes qui quittaient Bamako pour aller jusqu'à Sikasso, pour permettre d'inonder Sikasso de pylônes, pour mettre du téléphone fixe dans chaque maison. Et le téléphone portable est arrivé. Donc on a sauté cette étape. On n'en a plus besoin. On est passé au GSM. Et après, brusquement, l'Internet est arrivé au smartphone. Et bien, on est passé au smartphone. Maintenant, on a la télévision dans la poche, même dans le village. C'est ce qui arrive. Et aujourd'hui, on est en avance sur ces pays. Moi, ici, à Bamako, je peux payer toutes mes factures par mon téléphone, ce que je ne peux pas faire à Paris. Pourquoi? Donc, on a fait un bond qualitatif. Ce même bond-là, on doit pouvoir le faire dans la santé. Donc, il suffit d'un investissement, d'une pensée bien faite pour aller vers ça. Les banques le font dans la douceur, sans rien dire. Je viens avec ma carte de crédit, elle est d'une banque chinoise, je mets dans un mur, on me donne l'argent. Comment c'est fait? Comment il sait que c'est moi? Et comment il sait que ma banque en Chine, il y a de l'argent dedans? Et comment il sait que la limite qu'il peut me donner et ne pas donner? La banque n'utilise pas le même logiciel, c'est même pas le même langage. Et comment ça se passe? Ils ont trouvé la nécessité. Ben, au lieu de prendre l'argent, au lieu de donner de l'argent, je vais prendre la santé, donner la santé. C'est ça Quels sont les dangers aujourd'hui de la télémédecine? Quels sont les dangers? Alors, les enjeux, il faut se dire une chose, il y a quand même, les politiques doivent s'impliquer. Si on ne passe pas cette étape d'embrasser la télémédecine et la e-santé, on est perdu. Aussi bien le niveau du médecin, parce que le patient qui va venir s'asseoir devant lui, avant de venir à tout étudier sur le rein, lui, il a juste un calcul rénal, il va aller sur Internet, il aura dans toutes les encyclopédies possibles. Quand il vient s'asseoir là, il fait tout sur le calcul du rein. Et moi, je suis resté avec mes études de 7e ou de première année. Pour lui répondre, je vais avoir la tête basse. Donc, les enjeux, c'est qu'on n'a pas le choix. On doit y aller. Politiquement, on n'a pas le choix. Ici, à Bamako, le ministre de la Santé peut être assis pendant que les gens commandent de la morphine et consomment de la morphine dans le pays. Dans les hôpitaux, quand on utilise une ampoule de morphine, il faut que ça remonte au ministère. Et pourtant, les gens le consomment au marché. Et il n'est pas au courant par la télémédecine. Donc, il a l'obligation de s'impliquer pour s'il veut contrôler tout ça. Et ensuite, c'est vraiment une économie importante dans les dépenses de santé. Mais les enjeux essentiels réglementés. Sinon, ça deviendra la prochaine épidémie, le prochain problème de santé publique, ça va être les technologies. Si au niveau central, ministériel, on ne réglemente pas et on ne s'implique pas
ça va être dangereux, et ça va être la cacophonie, et ça va détruire le système de santé. Donc, c'est ce qui est les dangers de la télémédecine. C'est ça le danger. C'est très simple. Vous prenez de la technologie, ça va très vite, c'est très puissant. Vous mettez ça dans des mauvaises pratiques, on tue plus vite et plus massivement. C'est tout. Donc, il faut faire attention. Les pratiques, les bonnes pratiques, il faut les digitaliser et permettre, trouver des moyens pour écarter toutes les mauvaises pratiques. Parce qu'une fois que c'est parti, c'est parti. Pour écarter ces mauvaises pratiques, évidemment, il faut une réglementation. Tout à fait. Et quelle peut être cette réglementation aujourd'hui? Alors, la réglementation, elle est très simple. Elle est à la fois juridique, mais elle est aussi déontologique et politique. Juridique parce que dans quel cas je peux faire de la télémédecine? Pourquoi je fais la télémédecine alors que le médecin il est en face de chez moi? Dans quel cas il faut le faire? Ça c'est un. Et ensuite, quand je fais de la télémédecine, est-ce qu'il faut me payer? S'il faut me payer, on me paye combien par rapport à la médecine normale? Ça, ce sont des questions logiques qui sont posées, qui doivent être réglementées. Maintenant, quand moi je veux faire de la télémédecine, je pars de quoi? Au ministère de la Santé, quand je prends nos pays, on n'a même pas un simple petit répertoire digital, numérisé, dynamique, de tous les examens biologiques qui se font. On l'a pas. On l'a pas. Il faut un minimum, une base, des répertoires dynamiques. C'est sur cette base que tous les acteurs vont venir agir. Nous, on ne l'a pas. Et on a parfois des informations qu'on attend de très haut. Parfois, si je veux savoir ce qui se passe ici à Bamako, que j'interroge quelqu'un à Oslo, c'est normal. Donc ça, ce sont des règles aussi qu'il faut mettre en place. Mettre en place et surtout, avant de pratiquer la télémédecine, on doit mettre en place des procédures qu'on vérifie, que vous savez de quoi vous parlez, que vous savez ce que ça veut dire le mot de passe. Simplement, le mot de passe, votre login et votre mot de passe, que vous savez ce que ça veut dire. Après, on peut passer à la pratique de la télémédecine. Donc, il y a des règles juridiques, il y a des règles déontologiques, et puis, il y a aussi des règles purement sociales qu'il faudra prendre en compte et mettre à la disposition de tous les praticiens des outils précis. Le gouvernement, c'est pas son rôle de dire il faut prendre tel logiciel, il faut prendre tel... C'est pas son rôle, mais c'est son rôle de donner les directives. Pour créer quelqu'un sur un système informatique, voilà ce qu'il faut. Utilisez ce que vous voulez. Mais voilà ce qu'il faut parce que moi, j'aurai besoin de ça, à chaque semaine, chaque mois, chaque jour. Donc, c'est ça qu'il faut. Est-ce que vous avez des chiffres? Alors, en matière de télémédecine, les chiffres, il n'y en a presque pas. Parce que quand on prend le cas de l'Afrique, c'est même pas la peine de chercher, parce que l'Afrique est devenue un laboratoire où on teste des technologies, on sait que ça marche, et puis ça laisse derrière juste le souvenir de l'échec en matière de télémédecine qui a été fait. Donc, il n'y en a pas. Dans d'autres pays, par exemple, pendant le Covid, il y a eu des statistiques, il y a eu des centaines de milliers de consultations par semaine dans différents pays européens, par exemple France, États-Unis, Amérique, et Allemagne et autres. Il y a des statistiques effectivement où on était à des 40 000 par semaine de consultations par téléphone. Ça veut dire qu'il y a un dispositif qui était déjà... Le dispositif, il était très simple, c'est une visioconférence et puis c'est tout. Mais c'était des visioconférences dédiées à la médecine. Donc ça, il y a plus de sécurité, la consultation est enregistrée et la consultation peut être revue en cas de problème. Mais ça, ce sont des normes qu'eux, ils ont mises. Donc, il faudra avoir, et ils ont pu faire ça. Aujourd'hui, ils reculent, ça baisse, parce que, bon, quand on peut aller voir le médecin, c'est pas la peine d'y aller, sinon on ne payera pas le médecin. Donc, ce sont des règles qu'ils ont mises et ça marche. Sinon, d'autres chiffres, serait bon, c'est comme ce que je disais tout à l'heure au niveau des erreurs médicales, mais ce sont des chiffres, encore une fois, réservés. Je me rappelle, il y a eu une année, ils ont mis en place un système de téléprescription dans un service de cardiologie. Il y a eu plus de morts que quand il n'y en avait pas. Ils ont fait l'enquête, ils se sont rendus compte que c'était parce que le personnel n'a pas été formé et ils faisaient n'importe quoi. Et à chaque fois qu'il y a eu un mort, l'ordinateur les a prévenus. Il a dit, attention, ça, il ne faut pas le faire. Ils ont dit, non, c'est moi qui décide. Ils ont fait. Et voilà. Et ça n'a pas marché. Merci beaucoup, docteur Nyoumou. Voilà, monsieur Fofana, quel est l'impact de tout ça aujourd'hui? Parce que on parle des chiffres quand même. Hein. Même si on parle de télémédecine, il y a quand même des chiffres derrière tout ça, que ce soit au niveau du médecin, des citoyens et autres.
Aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire une projection ou aujourd'hui on peut réellement définir l'impact sur l'économie de nos pays africains? L'impact, on peut le faire. La télémédecine, comme vient de le dire le docteur, elle permet de constituer des bases consultables. Et ces bases consultables permettront pour les décideurs politiques, par exemple pour le budget de la santé, de mieux prévoir les dépenses qui doivent être faites dans un sens ou dans un autre. Aujourd'hui, on sait, si nous prenons le cadre des États, des différents États, qu'il y a des patients qui se font soigner à l'extérieur parce que leur état de santé le demande. Mais finalement, on se rend compte que cela est mal renseigné. Avec la télémédecine, aujourd'hui, cela peut contribuer à réduire énormément ce budget. Parce qu'on peut consulter le spécialiste étant loin. 2, 1, 2, 3. Et toute la logistique qui accompagne cette consultation, par le fait que la consultation se fait à distance, cette logistique, on n'est plus amené à le faire. Donc, c'est qui réduit le coût. À la fois au niveau du patient lui-même, s'il doit le financer, mais également au niveau du patient, au niveau de l'État. Deuxième élément, on a vu les actes qui sont faits à distance. Ils sont généralement pas facturés comme si on était en présentiel. Même s'ils le sont aujourd'hui, je dis, ça donne le moyen aux citoyens de demander qu'on revoie la tarification de ces actes-là. Tu veux voir le médecin. En venant voir le médecin, il n'est plus en face de toi, il n'a pas 45 minutes, 50 minutes. Le docteur l'a dit que ça leur dégage suffisamment de temps pour faire 1, 2, 3, 4 et même le mettre en rapport avec un spécialiste qu'ils n'auraient pas pu consulter au même moment. Donc la télémédecine peut favoriser ces économies au niveau de nos différents budgets, que ce soit l'État, que ce soit le simple citoyen. D'accord, je reste toujours avec vous. On sait que la télécommunication en Afrique, ça coûte. C'est clair. En Occident, c'est quand même un coût bien réduit par rapport à ici. Est-ce que le citoyen aujourd'hui qui décide de se faire consulter à distance et tout, il va pas payer la consultation peut-être comme s'il partait en ville, c'est vrai qu'il n'a plus le transport et tout ça, mais quand même, il a le forfait à charger dans son téléphone. Est-ce que ça peut être plus cher? Ben, si nous regardons les forfaits, un forfait de 5 000 francs que nous avons de téléphone, c'est pour tout le mois. Et avec ce forfait de 5 000 francs, il peut se connecter par WhatsApp, discuter avec son médecin. Ça lui coûte quoi en termes de sous pour la télécommunication? Pratiquement pas grand-chose. Contrairement au billet d'avion qu'il devrait prendre pour aller voir son médecin. Attendre, prendre le bus s'il est en Europe, prendre le train, prendre le métro, aller patienter au salon jusqu'à ce que le médecin soit prêt à le récolter. Donc, quand on met bout à bout ces différents coûts, il y a le coût de transport, le coût de la patience, puisqu'on dit le temps, c'est de l'argent. Patience qu'il va faire en s'asseyant au salon, on voit que le patient, avec la télémédecine, il pourra facilement persuader les décideurs à dire qu'on n'a plus les mêmes facteurs pour pouvoir facturer le présidentiel. En fait, le coût de la télémédecine au coût du présidentiel. Mais vous ne pouvez pas faire abstraction aux défis. On sait qu'en Afrique, il y a pas mal de défis en termes de télécommunications. Les défis sont là. Non, on peut les mêmes là. Aujourd'hui, vous allez au village. La grand-mère, elle a un téléphone. Et elle regarde le mariage de sa fille qui est à Bamako. Elle suit à la télé, sur son téléphone. Elle a payé pour ça. Est-ce que celle-là, qui peut suivre le mariage de sa fille à Bamako, si elle est vraiment malade, qu'on lui dit qu'un médecin
qui est à Bamako, cardiologue, vu son état, peut la regarder et l'observer et lui faire une prescription en 5 minutes, est-ce qu'elle va refuser de le faire? Je ne pense pas. Vous pensez que les populations ont vraiment ce mental à y croire, à ça aussi? C'est une question de conscientisation. D'accord. C'est une question de conscientisation. Parce que cette même grand-mère, peut-être qu'elle va privilégier le mariage à sa propre santé. Parce qu'on ne lui a pas expliqué, parce qu'elle n'a pas très bien compris. Donc, c'est une question aussi de sensibilisation. Donc, sinon, les technologies, elles sont là, on n'attendra pas. Parce qu'ils les utilisent déjà. Tout le monde l'utilise. Il y en a qui prennent des petits trucs parce que le tonton va lui envoyer de l'argent. Donc, il le prend pour qu'on puisse lui envoyer de l'argent. Donc, on les utilise déjà. Mais c'est vrai qu'au niveau des autorités, ce serait de plaider à ce qu'on ait des systèmes un peu plus performants, un peu plus sécurisés, sans toutes les coupures qu'ils font. Parce qu'en télémédecine, c'est une des règles. Si on sent qu'on ne peut pas aller jusqu'au bout, c'est pas la peine de la commencer. Donc, qu'ils mettent en place des systèmes un peu plus performants et en traitant avec les opérateurs de téléphonie, ils peuvent avoir des réseaux un peu plus fiables pour les centres de santé, des réseaux fiabilisés pour ça, pour les centres de santé et ça. L'autre aspect d'économie, c'est quoi? Je prends un exemple, c'était en 2011, je suis allé dans un pays, ils voulaient un grand hôpital, qui voulait le système pour tout l'hôpital, pour que tout le monde puisse travailler. Puis après, ils disent c'est un peu cher. Donc j'ai été avec mes équipes, dont un économiste, qu'on a fait regarder leurs papiers, on leur a dit, bon, ok, vous ne le payez pas. Ils disent, comment ça, on ne le paye pas? On dit, non, on a regardé votre budget chaque année pour les films de radio, c'est tant. On prend une année de films de radio. Et non seulement vous n'achetez plus jamais de films de radio, mais nous, on n'aura plus que la valeur de une année. Vous n'achetez plus jamais de papier, vous n'achetez plus jamais d'encre, vous n'achetez plus jamais ça. Et quand on regarde, en fait, vous ne le payez pas, vous ne faites que des économies. Parce que nous, on a pris le budget des films radio et avec ça, on vous a mis en place pour tout l'hôpital un système performant qui est toujours disponible, qui vous alerte en temps réel et qui fait que vous faites des économies parce que c'est de l'argent que vous aurez dû dépenser que vous ne dépensez plus. Donc ça, c'est au niveau d'un hôpital. Ça veut dire que quand on monte au niveau d'un État, c'est encore plus. Et l'autre avantage, c'est que le développement de ces technologies, elles ont permis la miniaturisation de tous les constituants. Avant, un échographe, c'était une grosse table qu'on roule comme ça, on ne peut pas prendre pour venir. Maintenant, j'ai un échographe plus performant que cette grosse table et qui est dans ma poche et qui est indépendant d'énergie, indépendant de télécommunication, son propre système de communication, son propre système d'énergie. Donc, maintenant, les autorités peuvent penser à amener un échographe même dans les villages. Parce que ça coûte beaucoup moins cher, c'est plus performant, et même c'est une sage-femme qui le fait, et le gynéco est en train de suivre ici. On va réduire le coût de l'échographie pour cette femme enceinte. Alors qu'elle aurait dû prendre le car, venir jusqu'à Bamako pour venir faire l'échographie. Donc on a une économie d'échelle qui se fait quand on organise bien et qu'on réglemente. Il y a quand même un investissement au départ. Hein. Il y a quand même un investissement parce que je me rends compte que dans vos explications, le mot formation revient toujours. Donc, il y a quand même un investissement. Et surtout qu'on sait qu'en Afrique, les ressources humaines, c'est un gros problème. Oui. Et ça, c'est toute activité humaine. En fait, c'est même pas seulement la médecine. Toute activité humaine, il y a 3 fondamentaux dont il faut tenir compte. Le premier, c'est les hommes. Le deuxième, c'est les ressources, c'est-à-dire le matériel, les autres. Et le troisième, c'est le système lui-même, comment il est organisé et comment il fonctionne, comment il a des règles. La circulation, il y a des feux rouges, il y a des sens interdits, il y a des carrefours. Il faut les respecter. Donc, si on a ça, les hommes qu'il faut, et les hommes, ça veut dire quoi? Formation, formation, formation. Sinon, parce que ça va s'effondrer à cause des hommes. Parce qu'ils n'ont respecté, c'est eux qui vont être les premiers à ne pas respecter les règles, c'est eux qui vont être les premiers à détruire le système. Sinon, le système est là. Donc, c'est pour ça qu'il faut une formation, une formation, une formation. Formation, et quand on a fini de former, on les reforme. Donc ça, c'est pour ça qu'il y a un investissement au départ, mais c'est un investissement que si on ne le fait pas, ça nous coûtera beaucoup plus cher. On sera obligé de payer, mais beaucoup plus cher que si on avait fait l'investissement. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Fofana, par rapport à nos pays africains qui souvent n'ont pas énormément de budget déjà à attribuer souvent à la santé,
quel est ce mécanisme ou quelle est cette formule magique, si je peux dire, que vous voyez peut-être de loin et pouvoir donner en approche? Non, formule magique, non. Je pense qu'on a tous les ingrédients. Hein. Il faut simplement s'asseoir et regarder. Ce sont des outils dont nous disposons. Ces outils peuvent permettre de faire des économies par rapport à une certaine catégorie de nos dépenses. C'est à nous de faire ce travail préalable. Télémédecine demande ça. Je vous ai pris le cas des évacuations sanitaires. On ne peut pas, on le sait, mais on va le vérifier simplement qu'en prenant les cas, qu'en regardant, cette année, il y a eu sur la Turquie, il y a eu sur la Tunisie, tel nombre d'évacuations sanitaires. Ils ont concerné telle ou telle pathologie. Ça a eu ils ont consulté des spécialistes. Alors que, sur les mêmes pays, on peut, à travers les outils qu'on a, la télémédecine qu'on a, disposer d'un autre canal pour que ces mêmes patients, compte tenu de la gravité de la pathologie, puissent consulter ces gens-là. Donc, le coût de toute la logistique, les préparer, on ne l'aura pas. Le transport sur le terrain là-bas, on ne l'aura pas. Le temps qu'ils vont passer en hospitalisation ou en observation, on ne l'aura pas. Donc, ce qui réduit énormément la charge pour le budget national. Donc, et là, l'enjeu, c'est ça. C'est faire ce travail d'identification des coûts qui sont nécessaires à un acte bien précis aujourd'hui. Mais avec la télémédecine, qu'est-ce que ça va nous enlever? Si on le voit, on parvient à le faire, on va travailler, investir pour le développement de ces consultations, de ces e-santé, de ces e-télé. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Hein. Ça ne se fera pas de lui-même, mais ça se fera avec les hommes. Comme on a dit, il n'y a pas de richesse. La meilleure des richesses sur Terre, c'est l'homme. Il n'y a pas de richesse mieux que l'homme. Donc, il faut les accompagner. Ça a un petit coût, mais ce n'est pas le coût, il n'est pas à mettre en proportion avec ce que cela aurait coûté financièrement quand on décide de mettre en proportion. D'accord. Pour compléter, je prends en 2014, vous avez, dans l'introduction, vous avez dit expert pour l'Union internationale de télécommunications. L'Union internationale de télécommunications m'a envoyé dans un pays d'Afrique australe pour aller voir leur système de santé, évaluer le système de santé et dire à quel niveau on peut introduire la télémédecine ou les technologies pour renforcer le système. J'ai passé 6 mois avec des va-et-vient. À la fin, j'ai présenté le rapport. J'ai fait différentes étapes parce que eux tous, ils étaient assis. On ne pourra jamais financer, on ne pourra jamais financer. J'ai fait les différentes étapes. Première étape, je leur ai dit, vous avez l'argent ici. Vous n'avez besoin de personne. Deuxième étape, troisième étape, ils n'avaient besoin de personne pour il n'y a que les 2 dernières étapes qu'ils auraient pu demander un soutien extérieur. Tout le reste, ils n'ont besoin de personne. L'argent, pour commencer, pour avancer, il est là. Il faut savoir le chercher. Et d'ailleurs, quand on parle de notre santé là, la santé est devenue une diplomatie. La diplomatie de la santé, elle est très forte. C'est devenu un outil d'influence diplomatique important. Vous avez vu, il y a eu des inondations. Il y a un pays où il y avait 2000 morts. Un autre pays africain où il y avait 20 000. C'est 2 pays africains. Là où il y avait 2000, il y avait la queue pour aider. Et là où il y avait 20 000, il n'y a personne qui veut aider. C'est quoi ça? Donc, ce n'est pas tellement qu'on veut aider quelqu'un, c'est qu'il y a un problème de diplomatie de la santé. Donc, la santé est devenue un outil diplomatique, un outil d'influence diplomatique important. Donc, et dans ce cadre-là, quand j'avais regroupé tous les opérateurs de téléphonie. Ils sont venus. Je dis, bon, écoutez, moi, je suis allé dans le village là, j'ai sorti mon téléphone 3G. Je dis, mais ça se passe comment? Ils disent, mais oui, on a des antennes là-bas. Je dis, ok. Vous avez des antennes là-bas? Ils disent oui. Si vous avez une antenne, ça veut dire que vous avez un groupe, en tout cas vous avez de l'énergie. Ils disent oui. Je dis donc ça veut dire que cette énergie est redondante. Ils disent absolument. Je dis mais alors, il y a de l'énergie perdue, pourquoi vous ne donnerez pas ça au dispensaire? Ils se regardent, ils disent mais on ne nous a rien demandé nous.
Je dis au ministre de la Santé, vous voyez, vous avez de l'énergie disponible pour vos centres médicaux, pour vos frigos, pour vos quoi. Il suffit de discuter avec eux. J'ai fait venir tous les assureurs. Je dis, voilà, vous avez des pertes dans la tricherie, des choses comme ça. Si on a un répertoire coordonné, très précis, vous avez chacun son répertoire et on est dans le même pays, ça ne se passe pas comme ça. Est-ce que vous êtes prêt à aider le ministère de la Santé à construire un système qui répond à ça? Ah mais oui, mais nous on ne nous a rien demandé, hein. S'ils veulent, nous on est prêts. Donc c'est comme ça, à chaque étape, on a défini des choses qui faisaient que le pays n'avait besoin de personne. Il ne faut pas attendre que quelqu'un vienne faire pour nous. Quand on parle souvent de souveraineté nationale et autres, ça fait partie de la souveraineté nationale. Je ne veux pas attendre que quelqu'un vienne construire ma santé pour moi. Je ne suis plus, il n'y a rien sans rien. Il ne donne rien. Donc, si on parle de souveraineté nationale, nous devons avoir la possibilité aussi de, le minimum là, on doit le financer par nous-mêmes. On ne doit pas compter sur quelqu'un. Okay. On fait ça. J'en profite pour vous demander, à la base, vous êtes chirurgien. Oui. Et aujourd'hui, vous êtes expert en télémédecine. Oui. Vous ne pratiquez plus. J'ai pris une disponibilité depuis 5 ans maintenant, je ne pratique plus. Oui. Mais comment c'est arrivé? C'est quand même atypique. Hein? Alors, c'est atypique et c'est quelque chose que je n'ai pas cherché. En fait, lui, il parlait tout à l'heure des évacuations sanitaires. En 2000, j'étais toujours en train de circuler les hôpitaux français pour venir en aide à quelqu'un qui dort là-bas, qui a un problème. Donc, j'étais tout le temps dans les hôpitaux. C'est les ambassades qui me sollicitaient. Ça me prenait tout mon temps. J'ai décidé de créer une structure. C'était l'origine de la structure. Avec d'autres collègues africains, je dis, il faut qu'on aide nos compatriotes là, quand ils viennent se soigner ici, à avoir le bon traitement. Il ne faut pas qu'ils soient traités par des bricoleurs, parce que c'est tout le monde qui a cotisé pour qu'ils puissent venir là. On a commencé à organiser ça. Mais on avait des problèmes de suivi. C'est là où on est rentré dans la technologie. On a commencé à inventer des solutions pour suivre nos patients, quel que soit l'endroit où ils sont. Donc on a fait de la télécardiologie. Ils pouvaient être ici et puis on le suit à Paris. Donc voilà ce qui m'a amené. Et nous, on a fait tout ça jusqu'en 2006. On vendait rien. On le faisait pour nous, pour nos praticiens, tous ceux qui sont dans notre réseau. Et je dis toujours, c'est un Malien qui m'a amené dedans. Puisque en 2005, j'ai été les Nations Unies qui voyaient ce qu'on faisait, dit mais c'est quoi vous faites là? C'est de la télémédecine. D'ailleurs, je leur ai dit c'est pas de la télémédecine, on fait de la médecine. Ne venez pas m'embrouiller ici. Ils m'ont demandé de venir à une conférence internationale. Au début, j'avais refusé, puis finalement, je suis allé. Et quand je suis allé, je me suis retrouvé avec le président Obasanjo, le président Abdoulaye Wade et le président Alpha Kounaré, qui était d'ici. Et quand j'ai fait ma présentation aux différents présidents, le président Alpha Kounaré était le vice-président de l'Union africaine à l'époque. Il est venu m'attraper, il dit, tu fais quoi? Tu viens à l'Union africaine. J'ai répondu, je dis, mais bon, moi j'ai rien à faire là-bas, vous avez un bloc opératoire? Il dit non, nous avons des problèmes en matière de télémédecine. Beaucoup de gens veulent nous aider en matière de télémédecine, en particulier les Indiens veulent investir pour nous en télémédecine. On a des besoins, on ne savait pas qu'on avait des experts comme ça qui pouvaient nous aider. Vous venez. Donc j'ai dit bon, si c'est pour l'Afrique, je vais venir, mais je ne déménage pas chez vous, je viens quand vous avez besoin. Et c'est comme ça que j'ai participé et finalement les autres pays, quand ils venaient, c'était des gens de télécom, je me retrouvais seul en médecine. En tant que chirurgien, et je faisais face aux ingénieurs informaticiens indiens. Ils étaient nombreux, ou à des professeurs de médecine indiens. Mais l'Afrique, il n'y avait que des gens du ministère des télécoms qui étaient là. J'ai toujours insisté, bon, mais... Et donc, après, le président Alpha Kounaré est parti. Nous, on a continué. Le programme a été suivi jusqu'en 2012. Puis, ça s'est éteint de sa propre mort. Mais donc, vous êtes toujours resté. Moi, j'ai continué. Heureusement que je n'avais pas déménagé et autres. Je suis resté dans mon coin. J'interviens quand vous avez besoin. Mais je reste, je fais mon rapport. Vous appliquez ou vous n'appliquez pas, c'est votre problème. Je garde mon indépendance. Ce que je peux faire pour servir, je le fais. Mais je ne veux pas être... Merci beaucoup, Dr. Nyumo. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle. Voilà, c'est pas encore très maîtrisé pour nous autres Africains. Quelle est votre crainte par rapport, ou quel est ce rapport qu'il peut y avoir entre télémédecine et l'intelligence artificielle?
Bon, je ne suis pas spécialiste de l'intelligence artificielle, mais ce que je sais, c'est qu'il faut encore une fois faire attention. Sinon, nous, on va se faire tout piquer. L'intelligence artificielle, c'est aussi de la technologie. C'est en fait, c'est comme si on avait plusieurs têtes. C'est-à-dire tout le monde entier qui est assis en train d'analyser des données pour prendre une décision. Donc, nous, on a énormément de données. L'intelligence artificielle, de ça, elle a besoin. On reçoit des gens qui viennent nous dire, bon, on va vous financer jusqu'au montant jusqu'à concurrence de temps. On dit, ok, mais une condition, toutes vos données, on les veut. Et nous, on est d'accord, on donne. C'est eux qui vont aller analyser, ils vont faire ce qu'ils veulent, mais en réalité, ils auraient pu nous donner tout gratuitement. Vous voyez, dans le monde, les plus riches, c'est qui? Vous avez les Google, les Amazon, les autres, ils ont énormément d'argent. Mais ils vendent quoi? Ils vendent rien. Mais comment ils font pour être riches? Quand ils viennent vous voir là, ils vous donnent votre Facebook là, il est gratuit. Sur YouTube, chaîne YouTube, c'est bon, c'est gratuit. Et pourtant, c'est les plus riches. Comment ils font? Parce que tout ce qu'ils prennent comme information, ils broient ça dans l'intelligence artificielle. Et c'est ça qui fait que vous téléphonez sur WhatsApp à quelqu'un, vous dites, ah, mon bébé là, il fait ça. Le lendemain, vous avez de la publicité pour des couches pour bébé. C'est l'intelligence artificielle qui a identifié dans le monde entier tous ceux qui ont besoin de couches. Justement, c'est la question que je me pose par rapport à cette télémédecine où vous êtes au téléphone avec votre médecin et vous prononcez peut-être un mot plusieurs fois. Oui, votre assurance peut en être au courant. On sait qu'aujourd'hui, nos téléphones, il suffit juste de naviguer pour aller sur une application et on voit que les informations viennent sur ça. Est-ce qu'il n'y aura pas forcément un lien avec ça ou pas? Mais c'est pour ça qu'il faut sécuriser. Ça, c'est la responsabilité de l'État, de définir quels sont les moyens qu'on utilise et quel est le canal qu'il faut utiliser pour sécuriser. Sinon, on prend vos données. Hein. L'intelligence artificielle, c'est ça. Hein. On récupère tout et puis on sait, on vous connaît mieux que votre mari. Moi, on me connaît mieux que ma femme. Donc, c'est uniquement en utilisant l'intelligence artificielle et ça rapporte beaucoup d'argent. Vous voyez, j'ai discuté avec des gens qui font le médicament, c'était l'association des pharmaciens du Canada, ils font beaucoup de médicaments, et qui s'était rendu compte à un moment donné que rien que les informations qu'ils récoltaient, les mettre à la disposition de l'industrie pharmaceutique, ça leur rapportait plus que de vendre leurs solutions. D'accord. Merci beaucoup. Docteur Fofana, j'ai envie de vous demander Monsieur Fofana. Monsieur Fofana, pas encore docteur, peut-être. Il est même plus que ça. C'est une prémonition, on ne sait pas, c'est peut-être ça. Je voudrais vous demander, est-ce que aujourd'hui, en tant qu'économiste, le coût, par exemple, des nouvelles technologies et le coût qu'on peut avoir à investir dans la télécommunication, est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'il y a un lien? Parce que nos états, télémédecine, déjà, il faut investir en santé. Ensuite de cela, il faut investir dans les nouvelles technologies. Est-ce que cet équilibre pourra se faire? La première question qu'on se pose d'abord, on investit pour quoi faire? Ça, il faut identifier ce besoin. Est-ce qu'il y a un réel besoin d'investir? Si on investit, c'est pour trouver une solution à un problème qu'on aurait identifié ou à améliorer une situation qui nous rapporterait davantage. Dès lors que cela est fait et qu'on se rend compte que ce besoin est réel, on essaiera de voir en investissant qu'est-ce qu'on y gagnerait financièrement, qu'est-ce qu'on y gagnerait socialement. En fait, que tu sois économiste ou même que tu sois simple citoyen, c'est la question qu'on se pose. Je veux prendre le Sotrama pour aller à la Fiabrou. Ok. Est-ce qu'en prenant le Sotrama, ça me ferait gagner beaucoup plus de temps qu'en montant derrière une moto, comment dire, les motos-taxi? Tout le monde se pose cette question-là. Tu dois te poser cette question-là. Est-ce que je vais investir dans un Sotrama pour faire le trajet d'Abanani, la Fiabrou, ou bien prendre une moto-taxi? Si je décide de prendre le moto-taxi, mais ceci va me rapporter quoi? Dès lors qu'on n'a pas un intérêt économique ou on n'a pas un intérêt social, l'investissement n'a pas de sens.
Je dis l'intérêt économique ou social, un investissement peut ne pas avoir forcément un intérêt économique, mais les besoins sociaux sont tels qu'il faut. Donc, il faut investir. Les technologies, en fait, la télémédecine fait partie aujourd'hui de ces éléments-là. C'est là où la contribution de l'État est très forte. L'État dispose entre ses mains un certain nombre de leviers qui peuvent le permettre de faciliter l'utilisation de la télé. On a les agences de régulation des télécoms. Ouais. On brasse beaucoup d'argent. Mais ceci dépend de l'État. L'agence de régulation des télécoms peut aider. Sans doute, ils le font. Ils ont même un instrument chez eux qui aide à ces investissements-là. Donc, pour les États, oui, quand on aura identifié pour le développement de la télémédecine la nécessité dans un domaine bien précis, oui, l'État peut être interpellé pour qu'il le fasse. Comme des entités privées, comme nous, comme vous le savez, mais nous, docteur Noumé et moi et d'autres, on est en train de travailler sur le système, le système de gestion de la santé, de développer des outils pour amener l'ensemble à des niveaux assez conséquents. Est-ce que vous pensez que nos politiques, nos gouvernants africains, avec toute cette politique de santé, et évidemment, et leur casse-tête aussi, c'est l'argent, hein, il ne faut pas mentir, c'est l'argent. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les politiques africaines, dans la gestion, la gouvernance, ont compris la nécessité et le financement de la télémédecine? C'est souvent au très haut niveau quand ils ont de ce type de réunion. L'OMS et l'UIT, à la demande des États, a créé pour eux ce qu'ils ont appelé e-health toolkit, c'est-à-dire l'outil, les outils de création de la e-health. Mais ça ne bouge pas. Mais je crois que les responsabilités aussi, c'est pas toujours aux autorités. Quand je prends le cas d'un hôpital, j'ai rencontré un collègue qui me disait, bon, tu sais, regarde, moi je fais ça, je n'ai même pas d'IRM. Je lui dis, mais pourquoi tu veux une IRM? Il me dit, mais non, si j'ai pas d'IRM, je ne peux pas faire telle activité. Je dis, mais une IRM, ça coûte cher. Il faut que tu justifies. Quel est ton besoin? Ton objectif, c'est quoi? Il dit, mais le ministère ne coûte pas. Non. Dans tout, il faut définir son objectif. Quand tu vas finir et montrer l'évidence de ton activité, peut-être que tu n'as pas besoin d'IRM, que tu as besoin d'un scanner, mais peut-être que tu as besoin de 3 IRM. Mais si on s'assoit et qu'on dit au ministre, je veux une IRM, vous voulez qu'il peut... Lui, il a une table de l'autre côté, une urgence qu'il doit régler, il va dire, j'ai compris, il va noter. Donc, c'est toujours ça. Définir son objectif. Et ça monte aussi au niveau de l'État. Quel est l'objectif que nous voulons pour la population malienne d'ici 5 ans, d'ici 10 ans? Quand on va descendre et qu'on va le définir, on va mener les actes, on verra qu'il y a des actes de télémédecine qu'il faut mettre dedans, mais il y a des endroits où on n'en a pas besoin. Il y a des endroits où on en aura besoin parce que ça va nous permettre d'économiser, ça va nous permettre de régler des problèmes. Donc ce n'est pas que il faut se lever et dire je vais faire la télémédecine, je vais faire la télémédecine. Non, ça part toujours de mes besoins. Mes besoins. Qu'est-ce que je veux pour ma population? À quelle échéance? Où je suis actuellement et qu'est-ce que je peux utiliser? Il y a ce que je peux utiliser, il y a ce que la technologie peut m'apporter et c'est à partir de là qu'on décide. Donc je pense qu'au niveau des autorités, ils sont conscients qu'il faut passer là, sinon ça va leur créer des problèmes, sinon ils vont dépenser énormément. Mais souvent ils ne savent pas par quel est le premier pas. Je me suis rendu compte que c'est souvent ça. Ils ne savent pas quel est le premier pas qu'il faut faire, ou bien ils ne savent pas où aller commencer et où avoir ça. Et dès qu'on leur donne le prix d'un petit outil, ah mais ce petit truc-là a ce prix? Ah non, c'est un peu cher. Alors que ce petit truc-là, lui, il a acheté quelque chose de plus cher et qui est moins performant, mais qui est visible. Donc c'est là où il faut, à leur niveau aussi, il faut des conseils avisés pour qu'ils puissent prendre la bonne décision. Sinon, ils ont un ministre de la Santé, c'est un ministère de l'urgence. Hein. Ils ont des urgences qui viennent de partout et tout, mais il faut qu'ils sachent avoir un canal dans lequel aller. Un cap et avoir un bon cap à viser. Monsieur Fofana, par rapport à nos politiques, nos gouvernants, c'est bon, ça peut aller? D'accord. Donc, il y a forcément des objectifs à atteindre.
Pour l'Afrique, est-ce que c'est envisageable? On a vu que ailleurs, les objectifs sont en cours d'être atteints, mais en Afrique, est-ce que c'est envisageable? Oui, moi j'ai donné une conférence c'était 3 mois, j'ai donné une conférence à Paris. Le thème, j'ai dit, santé pour tous en Afrique, avec les technologies. Parce que j'y crois. Et c'est maintenant qu'on peut le faire. Sinon, on sera dépassé. Et comme dit un copain, que si on n'avance pas maintenant, à un moment donné, eux, ils seront là-haut, ils seront en train de nous regarder en dessous. C'est possible. La santé pour tous en Afrique, c'est quelque chose qui est maintenant possible. L'OMS l'a dit depuis les années 80, 40 ans après, on n'avait rien. Santé pour tous en l'an 2000, c'était ça le slogan. Et dans le slogan, ils ont mis le point de vue de l'administratif qui a dit il faut diviser le pays en districts ou quoi. Ils ont mis le point de vue de l'économiste, soins de santé primaire. C'est ça qu'il faut prioriser. Il faut plus former des médecins spécialistes, il faut plus faire ça. Ils ont eu la vision du politicien. Tout a échoué. Jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une vision monoculaire. Il faut prendre la santé dans son ensemble. Et pour la prendre dans son ensemble, la tête de l'homme, elle est petite pour le faire, mais elle est suffisamment grande pour imaginer et mettre en place des solutions qui agissent à sa place. Et ces solutions-là, c'est la technologie. Maintenant que ça va jusqu'au village, ben on peut maintenant faire en sorte qu'il y ait la santé aussi au village et jusqu'à la capitale. Donc, on peut maintenant penser à la santé pour tous en Afrique. D'accord, merci beaucoup. Très, 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 très riche en informations pour nos téléspectateurs qui nous suivent. Là, on arrive pratiquement à la fin de notre réflexion du jour. On aura besoin des pistes de solutions et des recommandations, messieurs, si vous le voulez bien. Monsieur Fofana, quelles sont vos recommandations? Les recommandations, c'est qu'on pose le problème de bas en haut. Il ne faut pas qu'on prenne le problème du dessus, on le fait descendre. E-santé, la télémédecine ne peut pas se développer sans qu'on ne prenne l'assentiment par le bas. Puisque les instruments, ça les concerne, hein, d'abord. Aujourd'hui, tous ceux qui savent, le bas, je vais voir mon médecin, je le vois dans les 2 yeux, je lui dis j'ai mal à la tête, il me dit d'ouvrir la bouche, il regarde mes oreilles, il me prescrit, je m'en vais. La télémédecine, quand on va lui parler de cela, bon, on est en face l'un à l'autre, il est au téléphone ou bien il est en vidéo. Je lui dis des choses, lui me pose des questions, et je ne veux pas, il est assez loin pour voir ma bouche. Mais il me soigne même. Lui expliquer par le bas, c'est exactement la même chose. Parce que ce que toi tu ne vois pas, tu ne perçois pas, il en a suffisamment vu pour comprendre que si ce sont ces indices que tu viens de donner et que tu ouvres la bouche, tu vois comment ta bouche y est, largement, il peut t'expliquer. Donc, qu'il adopte. La télémédecine ne pourrait être une solution que quand il est d'abord adopté par le bas. Je suis prêt à aller voir un médecin en ligne, plutôt, que forcément aller voir un médecin de visu. Et ça, c'est l'une des clés. Sinon, on aurait beau mettre les outils, quand les gens ne sont pas sensibilisés, ils ne sont pas assez confiants que les résultats du diagnostic que l'autre va poser et puis les prescriptions qui vont, c'est exactement le même, comme s'il se trouvait, ça va être difficile qu'on arrive à bout. Donc, faire cette sensibilisation, on a des outils, l'État s'explique, que la communauté, elle s'explique, on a suffisamment d'associations à la base. Hein. Nous, on a des ressorts sociaux. On peut travailler là-dedans. Mais essayer d'amener la télémédecine haut en bas, comme on le voit dans certains trucs, ça va être difficile. C'est l'une des recommandations que je ferai aux autorités, qu'elle est nécessaire. Et ça, elle est inéluctable. Si on n'y va pas, on va être largué. Puisque les choses vont tellement vite, si on ne rentre pas maintenant, d'ici quelques années, on sera tellement distancé que tous les bénéfices attendus, on ne pourra pas en profiter. Voilà, c'est... Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Fofana. Docteur Noumou, vos recommandations? Alors, mes recommandations, elles sont très simples et puis elles vont dans son sens.
Il ne faut pas qu'un ministère se lève, décide de faire la télémédecine et crée une solution qu'on impose. Non. Il faut impliquer le personnel médical et sanitaire. Vous voulez faire la télémédecine, il faut les impliquer au début. Tout ce que vous allez faire, comment vous allez le faire, c'est la seule solution. Deuxièmement, les autorités, s'ils décident vraiment de mettre la e-santé dans un pays comme le Mali ou le Burkina ou un autre pays, doivent s'impliquer. S'impliquer. Une vision claire au plus haut niveau, avec des hommes de valeur qui vont transformer cette vision en des références particulières et des praticiens engagés qui vont aller dans le même sens. À partir de là, c'est eux qui vont mettre des règles, c'est eux qui vont mettre des feux rouges, des sens interdits, des carrefours pour que ça marche. Sinon, on peut le définir, on va perdre de l'argent comme on l'a toujours fait. On prend des équipements, on amène quelque part. Vous allez dans des hôpitaux, ils sont suréquipés, mais c'est la moitié qui marche. Le reste ne marche pas. C'est pas que peut-être c'est juste une petite panne, mais on les a pas impliqués dès le départ. Donc ils s'en foutent. Toujours impliquer les professionnels de ça, avoir une vision claire, transformer cette vision en une politique et impliquer les spécialistes, les médecins, les sages-femmes, les infirmières pour qu'ils mettent en musique ce qu'on a mis. Ils auront l'impression d'avoir inventé quelque chose pour leur pays et ils vont y tenir et ça va marcher. Merci beaucoup, Dr Nyoumou. Vraiment, je pense que c'est assez clair ici, c'est précis. Téléspectateurs de Mandé TV, nous arrivons à la fin de cette réflexion du jour qui a pour terme télémédecine, en Afrique. On a sur ce plateau Dr Sayav Nyoumou, c'est bien ça? Oui. Désolé, hein, excusez-moi si j'écorche un petit peu votre nom. Il est chirurgien, membre fondateur de l'Académie francophone de télémédecine et e-santé. Il est également expert en télémédecine et e-santé pour l'Union internationale des télécommunications et pour l'Union africaine. Docteur Nyoumou, merci beaucoup d'avoir fait ce passage éclair sur le plateau de Mandé TV. Je rappelle ici à nos téléspectateurs, ou j'informe ici à nos téléspectateurs que Docteur Nyoumou est d'origine burkinabé. Voilà, il travaille en Europe, il est de passage au Mali, donc on a profité pour avoir des choses assez intéressantes pour nos téléspectateurs. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir donné la parole. Je suis très honoré d'être au Mali. C'est à Bamako, ici, c'est une ville où j'aime souvent revenir avec des amis comme Monsieur Fofana. J'ai beaucoup d'amis, donc je viens souvent ici. D'accord, donc ça veut dire qu'on vous reverra sûrement. Nous avons aussi sur ce plateau Monsieur Seini Fofana, il est économiste et administrateur de société. Monsieur Fofana, merci beaucoup. Je vous remercie, Madame Maïga, et je vous remercie surtout de m'avoir associé à cette impressionnante activité. Télémédecine, ça m'intéresse. Ça m'intéresse, il y a eu sur mon chemin un ami qui y a consacré pratiquement large partie de sa vie professionnelle. Donc, me retrouver en face de lui, l'accompagner, ça a été un plaisir. Et de retrouver Mandé Télé et toute sa communauté, je vous remercie d'avoir m'associé à cela. J'en ai été très content. Je suis très content. C'est plutôt moi qui vous remercie. Voilà, je le dis clairement ici. Téléspectateurs de Mandé TV, c'est la fin. On se dit à la prochaine pour une autre réflexion. Restez toujours sur les ondes de Mandé TV. Allez-y sur nos pages YouTube, Facebook, Mandé TV, Reflet du Mali. On se dit à la prochaine.